Soraya Odia, bonjour. Bonjour, bien. Créatrice, artiste, écrivaine, tu te définis de manière, de plusieurs manières, on va en parler. Mais d'abord, tu es forcément né quelque part. Et les bruits de couloir m'ont appris que tu n'es pas né à Kinshasa. Ouais, c'est vrai que je suis pas née à Kinshasa. Je suis née à Kigali. Ah ah, tu es né chez les Rwandais. Ok. Tu es né à Kigali en quelle année? C'est pas un secret? Non, non, pas du tout. Je suis née en 96, en décembre 1996. Tu es né en décembre 96, le 26. Oui, le 26 décembre. Ouais, mais curieusement, tu ne t'appelles pas Noël Non. ou Christiane, tout ça. Manuela. Donc tu es né à Kigali, tu as grandi là-bas? Non, j'y ai vécu jusqu'à mes 4 ans. Après, je suis allée à Kampala où j'ai passé quelques temps, moins d'une année, et je suis allée ensuite à Goma. Ok, tu es allé à Goma. Goma, c'était en 2001-2002, on va dire. Puisque l'éruption volcanique de 2002, j'étais déjà à Goma. Et ma petite sœur est née là-bas en 2002. Oh, d'accord. Et donc c'est là que tu as grandi, c'est là que tu as passé ton adolescence et tout ça? Non, pas du tout. Là-bas, j'ai vécu juste 2 ans à peu près. Et après, je suis venue ici à Kinshasa en 2003-2004. Je ne sais plus très exactement quand, mais les photos, j'ai une photo où je suis devant Ekekwa Fikine, c'était en 2004. D'accord. Donc, ouais. Et à partir de 2006, je suis allée à Mbuji-Mayi. Et tu as passé combien de temps à Mbuji-Mayi? 3 ans. 3 ans. Et je suis rentrée ici en 2009-2010. Depuis, je n'ai pas bougé. Tu as beaucoup voyagé, finalement. Ouais. Très, très jeune, tu as beaucoup voyagé. Je suppose que c'est à cause des parents. Oui, c'est à cause des parents. Ils avaient la bougeotte. C'est que mon père, comme il travaille à la DGM, il est parfois muté et on doit le suivre. Mais bon, à un moment, on s'est posé. On a arrêté de le suivre. Là, par exemple, il est au Maine. Et donc ça, c'est ton parcours d'enfant. Et ça, tu étudiais à chaque étape dans des écoles différentes. Est-ce que ça, comment tu as vécu ça, le fait de devoir changer d'amis, d'environnement à chaque reprise de manière aussi régulière? Alors, sur le coup, comme ça, moi, ça ne m'affectait pas, mais c'est maintenant en grandissant que ça m'affecte parce que je n'ai pas vraiment les amis d'enfance avec qui je suis proche aujourd'hui. Tu n'as pas de base? Oui, je n'ai pas de base. Et la plupart des amis, même si, par exemple, j'ai une amie avec qui j'étais à Goma, qui vit aujourd'hui ici, parfois en échange, j'essaie de renouer du mieux que je peux, mais ce n'est plus le même feeling. Et même ceux de Mbuji-Mayi qui sont venus ici, pour la plupart, nous ne nous sommes jamais vus. Parfois, nous nous parlons sur Facebook, mais on dirait que ce qui nous liait est resté dans les villes où nous avons vécu tout ce que nous avons vécu. Oui, bien sûr. Et en tant qu'écrivaine, je suppose que c'est quelque chose qui te nourrit forcément un peu, quoi. Cette enfance, est-ce que tu penses que ça a un impact sur ta personnalité en tant qu'humaine, en tant que personne, et en tant qu'écrivaine, en tant que créatrice et tout ça? Ça a plutôt un impact sur ma personnalité en tant que personne. Ça fait que je ne m'attache pas beaucoup parce que je me dis qu'à un moment ou à un autre, ça va prendre fin. Ouais. Et même quand ça ne prend pas fin, j'ai tendance à provoquer la fin moi-même parce que je me lasse vite des gens, du coup. Ouais. Donc à la fois, d'une certaine manière, on peut considérer que tu as intégré la précarité des relations, le fait que la séparation est au bout du compte. Et quand la séparation ne vient pas, tu as peut-être une sorte d'insécurité qui fait que tu as envie de couper avant que ça te prenne par surprise. Ouais. Alors, mais là, tu es à Kinshasa depuis... Depuis 2009-2010. 2009, ouais, je crois, parce que ma petite sœur Nina est née ici, c'était en 2009. Donc depuis 2009, oui. Ouais, depuis 2009, et tu as vécu dans cette ville. Tu as étudié ici? Oui, j'ai étudié ici à Monseigneur Moké. D'accord. Donc depuis que je suis rentrée, en tout cas depuis mon retour en 2009, j'ai étudié à Monseigneur Moké. C'est là que j'ai fini. Ensuite, je suis allée à l'UCC et c'est là que j'ai fini aussi 5 ans en économie. Et quelle sorte d'élève tu étais? J'étais le genre d'élève qui s'assied toujours au premier banc,
la chouchou des profs qui énervait les autres un peu. L'intello, quoi. Curieusement, tu n'as pas fait littéraire comme, on va dire, les amoureux de littérature précoce. Toi, tu as fait une section commerciale. Oui, j'ai fait commercial administratif. Bon, à la base, je voulais faire littéraire, sauf que mes parents m'ont conseillé de faire commercial parce qu'ils disaient, bah, écoute, la littérature, c'est ta passion, tu n'as pas besoin d'aller étudier pour ça. Cherche plutôt à étudier pour quelque chose qui te servira pour plan B, au cas où la littérature ne paye pas forcément. Plutôt malin, ça. Hein? Ouais. Tu ne regrettes pas un peu? Non, je ne regrette pas. Ok. Et donc, là, tu fais ton école secondaire. Tu es dans une famille avec combien d'enfants? Tu as des sœurs, des frères? Je suis l'aînée. Donc, nous sommes 7. J'ai 4 sœurs et 2 frères. D'accord. Donc, vous êtes à 7. Oui, 7. D'accord. Et donc, tu fais tes études au complexe scolaire Moquet, c'est ça? Et ensuite, tu vas à l'université catholique. Oui. Ouais. Et là, tu fais économie. Économie jusqu'en 3e graduat, économie et développement. Et après, en licence, j'ai choisi la filière économie rurale, environnement et gestion de projet. Et tu as choisi parce que ta passion a toujours été la littérature, je veux dire. Oui. Et là, quand tu choisis, c'est parce que tu as fini par aimer... Il y avait une tante qui avait fait autodidacte, donc je voulais aussi essayer, faire comme elle. Et aussi, j'aime les challenges, j'ai toujours aimé les challenges, donc je voulais tenter l'aventure. Et pendant que je me préparais pour les examens d'État, j'étais allée me renseigner pour la faculté d'agronomie à l'UNITIN. Donc voilà. Mais parce que ça me passionnait de travailler dans l'agroalimentaire, de fabriquer de la nourriture, on va dire. Parce que tu aimes manger? Oui, parce que j'aime manger. Ok. Je voulais, comme on entendait souvent à la télé, sur Internet, faites quelque chose qui vous passionne. Moi, j'ai regardé, je me suis dit, j'aime manger, je vais faire l'agronomie alors. Donc, mais quand j'ai pas réussi et que j'ai dû étudier la 6e, cette décision que j'avais d'aller faire l'agronomie a été réconsidérée. On m'a dit non. Le même discours où si tu veux faire des champs, tout ça, tu peux avoir des gens qui ont étudié pour ça, qui te conseillent. Mais il faut chercher quelque chose qui est plus sûr, où tu peux trouver tu as l'assurance de trouver un travail sur le marché. Donc voilà, j'ai fait économie. L'économie, on doit dire que je ne m'y suis pas habituée comme la commerciale. J'ai bien aimé faire la commerciale, mais l'économie, en tout cas, je m'y sentais pas à l'aise. À un moment, j'ai même voulu changer de faculté pour faire communication. Mais c'était trop compliqué. Je ne suis pas fan des démarches administratives, tout ça. D'accord. Ouais. Et donc, tu as fait économie. Tu étais quel genre d'étudiante? Tu étais plutôt brillante? Vu que ce n'était pas trop ta passion, tu t'es bien débrouillée ou juste... Je me suis plutôt bien débrouillée, je dois dire. Mais... Et d'ailleurs, j'en parlais avec mon ami Daniel. Donc, j'étais en train de lui expliquer qu'en G2, il y a eu comme une cassure, en fait. Parce que on se taquinait. En fait, c'était la conversation, c'est ce qu'il me disait. En G2, on a cru que tu allais voyager parce que tout le monde avait voyagé. Donc, ça a fait presque un mois où tu ne venais plus. On s'est dit qu'elle va voyager, sûrement elle fait des démarches, tout ça. Je lui ai dit non, il y avait eu comme une cassure où j'ai vraiment eu envie d'arrêter l'université ou peut-être de faire l'économie, bref, d'arrêter parce que je ne m'y sentais plus en fait. Donc, on va dire que les années à l'université, j'ai fait l'effort d'avoir le papier, le diplôme. Je me suis dit, bon, continue le minimum. Oui, j'ai fait de mon mieux en tout cas. Et c'était la première fois que je fasse un 43% par exemple. Je n'avais jamais fait ça moi-même, j'étais choquée. Mais c'était toujours parce que je n'étais pas dans mon élément. Mais tu n'as pas repris de classe? Non, j'ai pas repris. Je suis revenue en 2e session, mais j'ai pas repris. J'ai remis mon TFC en retard, 2e session, mon mémoire pareil. Mais en licence, c'est vrai que comme il y avait des cours justement où on parlait d'agronomie, des cours un peu plus passionnants comme la gestion de projet par exemple, surtout qu'on a eu des très bons profs pour ces cours-là, c'était un peu plus intéressant. Et en tant que fille, sœur, comment tu te vois? Tu sens que c'est... Moi, je suis une fille plutôt obéissante et même surtout aux humanités, j'étais très disciplinée en fait. J'étais très, 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 très disciplinée. C'est surtout que
dans mon enfance, j'étais l'enfant qui voulait à tout prix plaire aux parents, aux oncles, aux tantes, celles qu'on prend comme exemple. Et je me suis conditionnée à être tout le temps comme ça, obéissante et tout. Mais sauf qu'à un moment, on en a un peu marre, on veut se rébeller, mais à force d'avoir joué un rôle, ça devient nous-mêmes. Donc du coup, tu te sens mal à l'aise de te rébeller parce que ce n'est pas toi vraiment. D'accord. Et avec tes sœurs, tu as quel rapport? Tu es la grande sœur quand même. C'est Oui. une charge d'être une aînée Mhm. dans nos familles. Comment tu as géré ça? Comment tu as dealé avec ça? Bon, je sais pas comment on n'en parle pas au passé parce que jusque maintenant, j'essaie de me débrouiller. Et bon, c'est pas vraiment à moi de dire quelle grande sœur je suis, c'est plutôt à eux de voir ce que je suis. Parce que moi, bon, déjà, je suis quelqu'un d'introverti. Je ne suis pas très ouverte, j'ai du mal à aller vers les gens. Alors, même envers les petits, je sais pas trop comment m'y prendre, qu'est-ce que je dois leur dire. Tu n'es pas la grande sœur vers laquelle on vient pour poser un problème. Une Pas du solution. tout. Et même ma mère me dit non mais il faut parler à ta soeur parce que bon quand on est à l'adolescence il y a certains comportements. Mais toi tu n'étais pas comme ça. Je dis mais moi je suis pas comme elle. Je ne comprends pas forcément avec quoi elle deal dans sa tête. Je sais pas quoi lui dire. Ok. Quelle appréciation ils ont de ton parcours? Comment ils te regardent? Ils sont très fiers de moi. Je suis vraiment leur fierté. Et surtout maintenant, je le sens, hein, maintenant qu'ils me voient sur scène et qu'ils voient que j'entre dans des milieux où bah peut-être eux n'étaient pas entrés avant. Il y a mon père, il y a quelque temps, mon père m'a fait un message sur WhatsApp pour me dire tu es ma version améliorée. Donc ça prouve qu'ils sont ils sont fiers de moi, je dirais. Oui. Quand on lit tes textes, on sent que tu es quand même quelqu'un de... quand on les écoute surtout, parce que maintenant... euh, on sent que tu es plutôt une fille, on va dire, en phase avec sa modernité, parfois en révolte envers une certaine vision traditionnelle de la femme. Mhm. Et comment tu arrives à gérer ça avec tes parents, notamment par rapport à ta vie. Je suppose que tu vis encore avec eux. Au contraire, ce sont plus eux qui me poussent à sortir souvent, à faire des connaissances. Oui. Et donc, il y a ton texte, Autopsie, où tu décris un peu différentes relations. C'est autobiographique, non? Non, pas vraiment. Ouais, parce que, bon, il y a il y a des relations que j'ai considérées comme relations, mais ça n'en était pas vraiment, en fait. D'accord. T'as des trucs qui ont duré 2 semaines. Ok. On compte pas ça. Mais bon, j'ai mis pour... parce que quand je faisais mon introspection, j'ai pris ça aussi en compte pour voir comment j'avais agi. D'accord. Voilà. Ok. Ben là, on vient d'arriver à Saint-Joseph, Oui. la paroisse, qui est pas loin de Victoire. Mhm. C'est un endroit que tu as choisi. Tu vas nous dire pourquoi et tu vas nous expliquer. Ouais. Comme ça, on va comprendre quel rôle il a eu dans ton parcours. Donc là, on est à Saint-Joseph, Ouais. la paroisse. Pourquoi tu as choisi cet endroit? Parce que c'est ici que je me suis fait baptiser en Ok. 2013. Donc est-ce que ça veut dire que l'église, la foi, c'est quelque chose d'important pour toi? Bah oui, c'est important parce que, bon, déjà, j'ai grandi entourée de religions, on va dire. Quand je suis née, mes parents étaient, ils étaient musulmans. Et en grandissant, on est devenu chrétien dans l'église des réveils, chez Maman Olambi. Mais c'était plus à Goma. C'est pour ça que tu as un prénom... Ouais, j'ai un prénom musulman parce que quand je suis née, j'étais encore musulman. Donc voilà, et en grandissant, on a changé d'église, on a changé d'état d'église. Et à l'époque où j'étudiais à Moké, c'est là qu'on a eu un prof de religion qui nous a un peu évangélisés et je me suis fait baptiser ici. Ouais, y avait pas, c'était pas une pression parce que tu étais dans une école à tendance catholique. Bon, C'était vraiment libre. C'était libre, ouais. C'est pas vraiment une pression. D'accord. Ben, on va voir l'église. Hein.
Le premier copain, c'est à l'église aussi? Non. Tu mélangeais pas les affaires? Non, hein, je suis jamais sortie avec un gars de ma paroisse. Et en plus, le seul qui m'a dragué, il est mort. De la paroisse? Oui. Oh, le pauvre. Après, quand je me suis fait baptiser, je suis entrée dans le groupe Bilengue à Mouinda. C'est un groupe de l'église qui forme les jeunes, tout ça. Bon, c'était plus à l'école que j'étais dans le groupe. Quand je suis venue à la paroisse, je n'ai pas aimé le mode d'enseignement des... D'accord. Bon, dire ça comme ça va passer. Bref, beaucoup se demandent aussi la raison pour laquelle j'ai quitté le groupe, étant donné que j'étais impliquée. J'ai fait quand même des retraites ou mort et résurrection. Vraiment, j'étais à plusieurs étapes. Il restait quelques années pour que je devienne une confirmée du mouvement. Alors beaucoup se demandent pourquoi j'ai quitté. C'est aussi pour ça. Parce que j'ai 2 piercings et t'avais les encadreurs qui disaient non, tu peux pas avoir 2 piercings. Et... Ah, tu les as fait à quel âge tes piercings? À 17 ans. C'était quoi le piercing? Je voulais mettre 2 boucles d'oreilles. Mais curieusement, là, j'en mets rarement. Voilà. D'accord. Tu as voulu imiter quelqu'un? Non. Je trouvais que ça faisait... Bon, c'est vrai que je voyais ça chez des gens, je trouvais que ça faisait joli. Simplement. Et ça n'a pas été bien perçu. Et aujourd'hui, quel est ton rapport avec la foi? Tu es catholique encore, non? Oui, mais pas très pratiquante. Pourquoi? À un moment, La rébellion de l'artiste? Non, même pas du tout, pas du tout. Sauf que je me définis même comme une créatrice créée à l'image du grand créateur. D'accord. Je crois en Dieu, mais avec la religion, il y a certaines choses où je suis pas vraiment d'accord. Ça fait bizarre de dire ça dans la scène de l'église, mais il y a des choses où je suis pas vraiment d'accord. En particulier avec l'église catholique, où tu penses que globalement, c'est l'idée même de la religion qui te met un peu mal à l'aise? C'est l'idée de la religion ou de conventionner certaines choses. Et peut-être que j'entre un peu, je fais une crise d'adolescence tardive où je me rébelle un peu. Où je suis pas très à l'aise avec le fait qu'on doive jeûner dans ces carêmes pour faire ci. Non, on prie comme ça. Les dogmes, ce sont les dogmes, plus les dogmes qui me dérangent. Et tu es ouverte, tu vas prier aussi ailleurs? Non. Non. Je prie à la maison. Donc tu restes catholique, tu vas pas souvent à l'église? J'y vais rarement. Minimum syndical, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Donc ça c'est ton église et d'ailleurs ton école n'était pas très loin. Oui, donc à une certaine époque, je venais à la messe le matin, ensuite j'allais à l'école. D'accord. Et tu habitais où pendant que tu... Alors, en 2009, quand je suis revenue ici à Kinshasa, j'habitais à Bolia quelque temps. Bolia, c'est une avenue qui n'est pas très loin d'ici. Après, je suis allée à Ngaba chez ma grand-mère. D'accord. Alors, je sais que dans un milieu, on va dire religieusement concurrentiel comme Kinshasa, l'un des reproches qu'on fait aux catholiques, les autres confessions religieuses chrétiennes font aux catholiques, c'est le culte de Marie, par exemple. Oui. Et ça, toi, ça ne te pose pas de problème en particulier? Bon, ça me pose un tout petit problème parce que, bon, on dit qu'on ne prie pas Marie, on prie avec Marie. Particulièrement en tant que croyante, l'enfer, la vie dans l'au-delà, tu crois vraiment au dogme, tu penses qu'il y aura un jugement, on va nous envoyer les uns à gauche, les autres à droite. C'est quelque chose auquel tu crois, tu adhères, ou voilà, ça fait partie des points sur lesquels tu flottes? Ce sont justement les points sur lesquels je flotte, les points sur lesquels je me questionne. J'ai des doutes et parfois je préfère ne pas y penser en fait. Mais tu vis bien avec les zones d'ombre que tu as sur ces questions? Oui. C'est pas existentiel? Je m'en fous un peu entre guillemets. Ok, d'accord. Très bien. Après, comme Marie, c'est quand même un exemple de modernité, tu sais, Joseph. Ouais, mais le gars, oui. Sa femme lui a dit non, tu sais, le Saint-Esprit, il a dit ok, bon, on va l'élever, il n'y a pas de souci, moi je passe pas avec ça. C'est un homme très moderne. Même aujourd'hui, c'est compliqué. Non, même aujourd'hui, c'est compliqué, mais ça veut dire que c'est un homme qui peut comprendre que, voilà, que sa femme ait eu un deal avec un Dieu sans que lui soit là et tout ça. Mais après, bon, il a quand même eu besoin d'un rêve où Dieu s'adresse à lui personnellement. Ouais, pour lui expliquer, parce qu'après, difficile à croire.
Alors, Soraya Odia, tu es créatrice, écrivaine, slameuse. Et sur les réseaux sociaux, tu es Majusco. À la base, c'est un surnom que j'avais donné à l'un de mes personnages. Et D'accord. c'était un personnage, c'était un homme d'ailleurs, c'était un mec de Matonde qui était tout le temps bien sapé, qui aimait les grandes choses, les belles filles, tout ce que tu veux. Et le gars sort avec sa cousine. Ok. Donc voilà, le titre de la nouvelle, c'est Majusco, la gaffe du siècle. C'était, parce que bon, maintenant c'est dans son nom, je peux plus. Donc après, je me suis dit, ah mais c'est très bien trouvé Majusco. Parce que je cherchais des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, un peu fou. Et je me suis dit, majuscule, comme eux, ils sont censés ne pas bien maîtriser le français, ils pourraient penser que les mots qui finissent en L, ils prennent AEX. Du coup, ils diraient majusco. C'est ça leur langage en fait. Après, Ok. je me suis dit, bah ouais, ce sera un mot super cool. Bon, écoute, ça devient mon surnom. Comment ça a commencé la création pour toi? Ça a commencé avec mon goût pour la lecture, qui a commencé quand j'étais en 3e, 4e primaire. Quand les gens parlent de la lecture, par exemple, toi, quand tu en parles, ou comme Microméca, par exemple, en parle, ils disent non, j'ai grandi entouré des livres, ce genre de choses. Moi, c'est pas du tout mon cas, en fait. Moi, à l'époque, j'habitais Matonge, Bolia, une avenue qu'on vient de dépasser d'ailleurs. Bolia, c'est le nom d'un écrivain. C'est un écrivain qui n'est pas très connu, mais c'est un Congolais qui a, je crois, remporté le Grand Prix d'Afrique noire, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Et les avenues qui se suivent, c'est Bolia, Boleko, Bokuma, Bokote. D'accord. Ouais, on Ça, va ça doit être des localités dans les provinces. c'est possible, ce genre c'est de possible. choses. Donc, j'étudiais à Sévigné, à Bandal. Ce qui faisait que je prenais le taxi tous les matins et le soir, je rentrais en taxi. Donc, je passais devant Mediaspol à l'époque, qui se retrouvait donc sur mon chemin à l'époque. Et chaque fois, il y avait des bandes dessinées qui étaient affichées là, avec tu vois, les belles couleurs, des beaux dessins. Et moi, ça me captivait. C'était l'époque où, bon, je ne dois pas dire que je découvrais les dessins, mais puisque déjà petite, je regardais Bugs Bunny, tout ça, mais j'étais vraiment très petite. L'époque où j'accroche pour devenir fan, je regarde par exemple Pinocchio et j'adore, je regarde Pinocchio en boucle à l'époque et je passe tout le temps, je vois des beaux dessins. Ça m'a accroché. À l'époque, les bandes dessinées coûtaient 350. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la lecture. Après les bandes dessinées, à un moment, je me suis lassée. J'ai commencé à acheter les romans de Zamenga. Donc, c'est le premier que j'ai lu. Quand on est allé à Mbujimaï, il y a eu comme une petite cassure, mais je continuais quand même à lire. Et vu que mes oncles voyaient que je lisais beaucoup, ils me rapportaient des livres aussi. Et parfois même des livres qui n'étaient pas de mon âge. Je me souviens qu'à l'époque, on m'a offert Comment se faire des amis d'Edel Kanerji. Je l'ai relu il y a quelques temps, je me dis mais j'aurais rien compris à l'époque. Bref, voilà, c'est de là que tout est parti. En lisant, j'ai commencé aussi à écrire des petites histoires. Et la première histoire que j'ai écrite, je me souviens, j'ai fait lire à mes parents. Et eux pensaient que c'était un texte que j'avais copié dans un livre de français que je leur faisais lire. Je trouve que c'était quand même bien. Et comme mes parents étaient très étonnés au point de penser que ce n'était pas mon texte, je me suis dit donc ça doit être très bon. Je vais continuer à écrire. Donc j'ai commencé à écrire. Et voilà, tout est parti de l'écriture et de la lecture. Et là, tu es devenue, on va dire, au-delà d'être une créatrice à tes débuts, tu es devenue une activiste presque Oui. de la littérature. Comment ça s'est passé, ton intégration dans les mouvements culturels, littéraires de la ville? Ça s'est passé comment? Ça a commencé surtout en 2012. Quand je suis rentrée ici, c'est vrai que j'évoluais, je continuais à écrire en fait. Vu que j'avais pas forcément un téléphone sur lequel écrire ou un ordinateur, j'écrivais à la main. Je créais des romans qui étaient, bon, contrairement à ma première nouvelle qui était moyen. Aujourd'hui, quand je relis certains romans que j'écrivais, je me dis, ah, tu parles d'un roman. Mais bref, j'écrivais à la main. J'admire quand même la volonté que j'avais à cette époque d'écrire dans tout un cahier cartonné, une longue histoire qui n'est même pas belle, mais je prenais tout mon temps pour écrire. Et j'ai vu sur internet qu'il y avait un concours, Plume Consciente, c'était en 2012, un concours de nouvelles. J'ai participé et j'avais été 3e. Ça, c'est en 2012. 12. C'est en 2012. Le concours, je crois, organisé par Tigui et Lébé. Tigui et Lébé. Donc c'était, et même la remise des prix, c'était
j'ai oublié comment ça s'appelle. Ah, ma campagne. Ma campagne, oui. Ouais. Quitte à loge, voilà. C'était là, et en arrivant, le premier c'était le feu Jean-Claude, celui qui a écrit Tribulation d'un pasteur, oui. Et la deuxième c'était une fille Grâce, et moi j'étais troisième. Bon, ils étaient plus vieux que moi. Et bon, là, tu as quel âge en 2012? 16 ans. Tu as 16 ans. Oui. J'étais un peu fâchée, contrariée de me dire, bon, et pourquoi les vieux ont gagné, tout ça, tout ça. Majusco, dans toute sa splendeur. Surtout que ma nouvelle, ça fait quoi comme titre? Éclat de verre. Donc moi, dans ma tête, je me disais, j'ai créé un truc de ouf, je vais gagner, c'est sûr. Éclat de verre, Oui. je sais pas. C'est un hasard peut-être, certainement, mais voilà. Moi, ça me fait tout de suite penser à l'Emma Bankou. Verre cassé. Ah oui, c'est un hasard en fait. J'avais jamais fait le lien, mais c'était ça la nouvelle. Et bon, ils étaient déjà. Quand je me suis levée, quand ils ont appelé troisième Soraya, quand je me suis levée, eux-mêmes étaient étonnés. Parce que moi, j'avais déjà vu ceux qui étaient là. Donc, quand ils ont appelé Soraya, j'étais quand même un peu consolée, même si j'étais fâchée. Bref, c'est le fait de voir. Moi, comme je disais, je suis quelqu'un qui aime. J'ai toujours été la petite fille qui aimait plaire, tout ce que tu veux. Et le fait de voir l'approbation déjà de mes parents devant ma première nouvelle, ça m'a encouragée pour continuer. Et de voir aussi que eux étaient étonnés que je puisse écrire un truc aussi bien à mon âge, ça m'a encouragée à continuer. Donc j'ai continué à écrire à côté. Mais j'ai eu une dispute avec une personne de ma famille qui m'a dit écoute, de toute façon, ce que tu écris, c'est pas si spécial que ça. Si c'était spécial, tu allais être un prodige, tu allais gagner déjà le premier prix là-bas. Bref, ça m'a un peu découragée. J'ai même brûlé certains de mes écrits de l'époque. Wow. Et j'ai fait comme j'écrivais pas en fait, je me suis concentrée sur le commercial. Comme je réussissais aussi, je me suis dit peut-être je suis pas faite pour ça finalement. Kim et Koma Kinin, ce texte, tu l'as écrit comment? C'est venu comment? Parce qu'avant, tu écrivais des petites histoires. Oui. Et quand tu décides d'écrire des textes avec l'intention de les dire en public, des slams donc, c'est quoi le déclic? C'est le fait d'avoir vu slammer, simplement. Oui, mais il faut dire que je n'écrivais pas que des petites histoires, j'écrivais aussi des textes qui n'étaient pas vraiment des beaux poèmes comme ceux qu'on étudiait à l'école. Ce n'était pas trop poétique, ce n'était pas comme le lac de Lamartine. Mais je comprenais pas très bien. C'était des trucs qui sonnaient jolis quand je les disais. Mais tu vois, je savais donc en pas. fait, tu étais slameuse déjà sans le savoir. Oui, ce n'était pas beau à lire, mais quand je le disais, par exemple en classe, quand je venais avec mon cahier et mes textes, quand je disais, les gens étaient mais c'est joli, c'est joli, c'est joli. Mais quand je donnais à lire, ça ne les intéressait pas forcément. Donc les gens s'y sont captivés par l'oralité en fait. Et Kinekoma Kinin, la phrase clé du texte, Kinekoma Kinin, je l'ai vu sur les bus. Tu vois, les bus, il y a des inscriptions. Alors, j'étais dans un bus aussi, il y a un bus qui passait, c'était écrit Kinekoma Kinin. La phrase est restée. Et du coup, quand Microméga nous a dit, venez lors de l'atelier, on va écrire, on va aussi travailler sur certains textes. Bon, c'était pas le premier atelier qu'on faisait avec lui, on avait fait un autre atelier. Ça, c'était comme un deuxième, mais pour préparer une scène. Donc j'ai ramené le texte. Bon, je suis partie de cette phrase pour parler justement des faits amers de Kin. J'ai rajouté et en slamant, les autres ont aimé. C'était encore brut, ils ont donné des idées et tout est parti de là. Donc on a arrangé le texte ensemble, on a préparé comment slammer sur scène, etc. Et voilà. Et donc tu es devenue slameuse, officiellement slameuse, et tu as commencé à écrire des textes, à faire des scènes. Ouais. Tu en as fait combien de scènes, tu sais? Non, hein. Il y a déjà avec l'Hippoposlam. La deuxième scène, c'était avec Concert de Mots. Et une autre. Bon, donc quand tu arrives, plus de 10 scènes, tu arrives au concert des mots, tu n'as fait qu'une seule scène. Oui, hein, parce que bon, après. Ouais. Ah une bon? seule scène, ouais. Je ne savais pas. Je ne sais pas si je t'aurais pris si je savais que tu avais si peu d'expérience. Mais sauf que la seule expérience, c'était ça a accroché. Et même, tu avais. Bon, c'est vrai que j'essaie de me défaire du fait de chercher toujours l'approbation des gens, mais j'avoue que je cherche encore. Et déjà, mais sur le coup, on considérait Rolka comme un grand.
Et le fait que Rolka me dise félicitations pour ce texte, Namati m'a pécat. T'avais même mal à hier, moi, mais il était là, félicitations. Je me suis dit, ah, parce que je connais les gens, on traîne ensemble, je vois qui est qui. Donc, si tel te félicite, donc il est avare de ses compliments. Si te les fait, donc c'est sincère. Je veux dire, tu écris de la littérature un peu plus classique, tu continues avec des nouvelles. Oui. Un roman, un projet, non? Oui, je prépare un roman. J'avais commencé à écrire le roman, j'avais presque fini, mais je l'écrivais sur mon téléphone. Et tu l'as perdu? Oui, mon téléphone a eu un problème de carte mère, carrément. Donc je vais le réécrire, mais comme je connais déjà les personnages, et puis c'est un truc, c'est basé sur quelque chose qu'on vit, des choses qu'on vit souvent, donc ça ne sera pas compliqué à écrire. On va dire aujourd'hui tu es auteur, on va dire tu es écrivain, mais tu n'as pas encore publié alors que tu es quand même depuis assez longtemps sur on va dire sur la scène quoi, littéraire. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Est-ce que tu n'es pas, est-ce que tu freines pas des pieds un peu pour publier? Alors il y a deux raisons. D'abord, c'est parce que j'ai pas assez confiance en moi. C'est un truc qu'il faut que j'améliore, je dirais. C'est que j'ai pas suffisamment confiance en moi pour publier. Et même pour m'accepter, il y a comme un besoin que l'approbation vienne de l'extérieur. Je peux pas, des fois, je m'en veux à moi-même. Je me dis, mais comment tu peux pas slammer et te dire, ah, j'ai cartonné. Tu attends seulement que X ou Y disent, ah, c'était bien, pour que tu acceptes que c'était bien. J'ai aussi ce syndrome de l'imposteur. Parfois, je me dis, je suis pas si compétente que ça. Donc, il y a ce côté qui me bloque. Et aussi le fait que je voudrais participer à des concours. Et parfois, les concours, ils ont comme exigence ou critère le fait qu'on n'ait pas été publié avant. Du coup, ouais, c'est ça qui me... Mais les concours en question, on a gagné pété. Je continue. Quand même paradoxal pour un... Donc, j'ai pas envie de faire le psychologue à 2 balles, mais tu m'emmènes tout le temps sur ce terrain. Un peu paradoxal pour quelqu'un qui prend le nom de Majusco et qui... voilà, n'a pas suffisamment confiance en elle. C'est comme un bon, enfin, après, processus. J'aimerais vraiment incarner le nom, en fait. Oui, après, finalement, c'est ce que j'allais dire. Ça se justifie, justement. C'est peut-être parce qu'il y a ce problème de confiance que le majuscule, en fait, c'est ce que tu as envie d'être. Oui. Ouais, tout à fait. Et donc, mais là, tu as des nouvelles. Moi, je suis éditeur, là. Bon, sur la caméra, donc tu as des nouvelles, tu nous emmènes un recueil, quoi. Je corrige encore mes nouvelles. Ou tu attends encore de gagner, tu vas encore tenter de gagner un non, mais les nouvelles, par exemple, il y a une maison d'édition. On avait envoyé nos textes, c'était des textes de théâtre, surtout c'était des monologues. Et ils avaient bien aimé ma pièce, on va dire c'est une pièce. Donc je comptais leur envoyer ça, mais je voulais encore corriger. Je sais pas quoi parce qu'ils avaient déjà aimé. Je suis compliquée aussi. Bref, je comptais leur envoyer ça et voir s'ils peuvent. Mais après c'est une seule pièce. Du coup je me disais, est-ce que je fais pas une sorte de kizobazoba où je mets des nouvelles et la pièce de théâtre et un peu de poèmes dedans pour que ça fasse un recueil un peu. Est-ce que tu as l'habitude de te faire des deadlines, genre je dois publier avant tel âge ou avant telle année, en telle période je dois faire ceci et tout ça? Je l'ai fait de moins en moins parce que je me déçois de plus en plus. Par exemple, à la base, j'étais censée avoir déjà publié à 20 ans. Aujourd'hui, je vais vers mes 25 ans. J'ai 24 ans. J'ai pas encore publié. J'évite. J'ai l'impression que ça me porte malheur à moi-même de me faire des deadlines. Et là, tu as fini tes études universitaires. Oui. Normalement, on va dire tu n'as pas un travail fixe, tu en cherches un ou... J'en cherche un parce que j'ai besoin d'argent pour m'acheter des trucs, pour vivre. Et donc je cherche un travail, mais je fais des COP de temps en temps, ça et là, dans les milieux littéraires ou dans le community management parfois pour des événements. Parce que quand j'ai fini l'université, j'ai trouvé un stage professionnel à l'Union européenne dans l'équipe de communication. Donc j'ai fait du community management et je me débrouillais bien. Du coup, je me suis dit, comme c'est un secteur nouveau, le marché n'est pas encore inondé, je peux, tout en apprenant à côté le métier bien sûr,
travailler dedans de temps en temps. Mais tellement c'est très informel. Par exemple, quand je dis COP, c'est parce que justement, il n'y a pas un contrat. Bien sûr, on te paye, mais il n'y a pas un contrat fixe. Du coup, quand il n'y a pas de contrat, c'est aussi parfois compliqué et bizarre. Tu as des horaires inimaginables. On peut t'appeler à 23h, fais ci, fais ça. Ou on t'appelle pas pendant un très long moment. Bref, c'est pas très formel encore. D'accord. Mais est-ce que ta passion ne constitue pas quelque part une entrave pour les possibilités professionnelles qui peuvent arriver? Tu es sûr que tu cherches vraiment ou tu es là? C'est la question que ma mère me pose. Parce que quelque part, t'es pas très contente de ne pas encore avoir trouvé. Comme ça, tu es tranquille, tu veux faire tes choses littéraires et tout ça. Bah, ça, c'est ce que ma mère me demande parfois, parce qu'elle me voit tout le temps là le matin. Tac, salut, bienvenue sur ma chaîne. Elle est là, mais toi, t'es sûr que tu cherches du travail parce que t'es tout le temps sur YouTube. C'est vrai qu'à un moment, ça m'arrangeait jusque-là, mais maintenant que Piak est comme mon quota et que bah, les vues, c'est pas forcément ça. Parfois, tu te tapes 20 vues seulement sur une vidéo alors que tu as 1000 abonnés et que bah, ça fait yo-yo, un jour tu as 1000 vues, l'autre tu as juste 10 vues. Ça ne rassure plus. Je commence un peu à désespérer, à me dire, bon, je devrais avoir quelque chose de plus Justement, rassurant. YouTube, c'est arrivé comment? Bah, Parce qu'avant, tu avais un blog, tu as commencé plutôt comme oui. blogueur. Déjà, le blog, c'est comment tu as commencé? Et puis ensuite, YouTube. Alors, le blog, c'est que d'abord, j'ai intégré la communauté Abar RDC. J'ai vu l'annonce sur Facebook, j'ai participé au concours, j'ai été recrutée dans Abar, c'était en 2016. Et ils nous ont donné des formations, ils nous ont encouragés à créer nos propres blogs, même si on était dans la communauté. Alors, j'ai créé un blog sur ce qui me passionnait, bien sûr, donc les livres. Je voulais parler des livres et en créant le blog pour parler de littérature, j'avais dans la tête d'être un peu ce que Mediaspol ou le marketing de Mediaspol a été pour moi à l'époque. C'est que de me présenter les livres comme ça alors que j'évoluais pas forcément dans les livres, donc de m'attirer. C'était ça mon intention, de faire le marketing pour les livres, tu vois. Un peu, bon, moi j'ai grandi à Matongé, c'est la musique, les chroniques musicales tous les dimanches. Tu vois, je voulais un peu être la chroniqueuse littéraire parce que je me dis aussi ce qui fait que les gens s'intéressent pourquoi la musique, ce sont les conflits qu'il y a, on en parle tous les dimanches, bon, forcément vous y intéressez, même si parfois le mot bétango kara, tu vas t'y intéresser. Donc c'est ce que je voulais faire avec le blog, mais je me suis rendu compte que bah, je parlais des livres où je voulais attirer les gens vers la lecture en les forçant à lire encore. Ils lisent pas peut-être mon blog. Et comme je maîtrisais pas très bien les statistiques, je sais pas voir qui exactement a vu, est-ce que les gens ont vu. C'est pour ça que j'ai migré vers YouTube, mais c'est aussi parce que, comme je dis, dans le community management, il y a aussi cette capacité qu'il faut avoir. C'était un peu comme de l'entraînement pour moi. Donc apprendre à filmer, à animer une communauté, ce genre de choses. Donc ça me permettait d'améliorer mes compétences aussi, mais d'atteindre un plus large public, d'être sûr d'atteindre des gens pour les intéresser à la littérature. Parce que parfois les gens ne savent pas quoi lire ou trouver des livres, ce genre de choses. Voilà comment j'ai atterri. Tu as gagné un concours, non, par rapport à ta... c'était quoi encore ce concours-là? Présence sur... c'était les digital quelque chose? Ah non, Adicom. Adicom, oui. Adicom, alors j'ai participé mais j'ai pas gagné parce qu'il y avait, je crois que j'ai choisi la mauvaise catégorie. Parce que c'est un concours qu'ils organisent pour les créateurs de contenu du digital. Ouais. Et bah, il y avait plusieurs catégories, humour, talent, impact social, cuisine, beauté. Et moi j'ai postulé dans la catégorie talent. Et dans la catégorie talent, c'est un concours un peu des influenceurs. Alors dans la catégorie talent, tu avais des influenceurs qui ont à peu près 100 000 abonnés sur Instagram, alors que moi j'en avais 1000 à peu près quand il y avait à l'époque du concours. Okay. Donc j'étais avec des gros poissons. C'est comme si bon, je vais pas je vais pas renforcer les polémiques, mais bon, Robinho et Morandi Mango déjà. Donc c'est comme si Robinho va concourir avec Fali. Bon, Morandi Mango Fali. J'évite de jeter l'huile sur le feu.
Donc voilà, c'est comme si Robin va concourir dans une catégorie où il y a tas des Fally et des Ferré. Bon, Robin même, il est quand même élevé, il a fait des génériques de ouf. Bref, c'est un petit poisson que tu vas avec des gens que tu admires, tout ça. Yosé Lorote, baby, t'es sur Outi Wap. C'est des gens que tu suis, tu aimes leurs vidéos, voilà. Donc j'ai pas gagné. J'aurais pu être dans une autre catégorie, j'aurais gagné, mais du coup, je suis pas. Moi, quand je gagne, comme mon capital confiance en moi est très petit, je ne gagne pas, ça baisse encore. L'année prochaine, je n'ai pas participé, c'est fini. Tu vas continuer avec YouTube. Oui, je disais, là, tu es dans l'écriture. On a parlé un peu de l'environnement, de ce qui t'a amené à l'écriture. Mais qu'est-ce qui te pousse de l'intérieur à écrire? C'est quoi le moteur de ton écriture? Comme je disais, je suis plutôt introvertie. Donc, ce sont des choses que je dis pas forcément comme ça aux gens, que je mets dans mes histoires. Ouais. J'écris des choses que j'ai pas forcément l'occasion de dire à haute voix pour exprimer ma pensée, mais parfois pour créer un monde imaginaire. Bon, je sais que beaucoup de gens le font maintenant avec Twitter. Quand les gens tweetent ça, tu te retrouves, ah, moi aussi je fais ça. Le truc où tu es sur ton lit avant de dormir, tu t'imagines des vies, tu recrées ta vie, ce genre de scénario. Je le fais souvent, donc c'est parfois ça que je fais dans l'écriture, où je crée. Je suis une créatrice. Ça m'amuse de créer des mondes, de tuer des gens, des personnages. Voilà. Tes thèmes sont plutôt intimes ou intimistes, quoi. Ouais. Et donc les sujets de société en tant que tels ne t'intéressent pas particulièrement? Si, il m'intéresse. Bon, par exemple, dans Kineko Kinin, c'est un sujet de société. Ces sujets m'intéressent aussi. Dans Mujinga aussi? Ouais, Mujinga aussi. Même si c'est ton propre regard par rapport à une réalité vécue. Tout à fait. Mais la politique en elle-même, par exemple, est-ce que c'est un sujet qui te nourrit? Je commence à m'y intéresser depuis peu parce que, bon, avant, je me disais qu'on pouvait vivre sans s'en occuper, sans passer, mais je me rends compte que non, parce que ça influe sur beaucoup des domaines. Même quand tu ne calcules pas ce côté-là, mais ça t'influence quand même, ça te dérange. C'est parce qu'il n'y a pas des bons politiciens ou des bons gestionnaires, qu'il y a peut-être des embouteillages, que tu n'as pas l'eau courante, que tu n'as pas l'électricité. Bah, du coup, quand ça me dérange ma quiétude, ma tranquillité, oui, ça m'interpelle. Voilà. Là, on arrive à l'Institut français, Halle de la Gombe. Bon, l'histoire avec l'Institut français, pour moi, peut-être que si un jour, moi, je suis interrogé, je viendrai aussi ici. C'est que c'est mon premier rendez-vous amoureux avec mon épouse il y a 20 ans, c'était ici. Ah bon? Voilà. Mais le deuxième rendez-vous, c'était quand même au Cinémax. Là. Ah, Voilà. je connais pas. Alors bon, et toi, c'est pourquoi tu nous as emmenés ici? En quoi c'est significatif, important pour toi? Parce que déjà, la première scène slam, c'était ici, en 2017. Oui, 2017, avec l'Hippopotame, Micro, Méga et les autres. Et aussi, c'est un endroit que j'aime bien. Je viens souvent ici parce que leur bibliothèque, non seulement il y a les livres, mais aussi il y a la connexion ici, donc c'est une médiathèque. Ouais. Et ils ont beaucoup plus de thèmes variés. Et la question qu'on se pose évidemment, c'est que des endroits comme ça dédiés à la culture, il n'y en a pas beaucoup dans la ville forcément. Et puis quand il y en a, ils sont généralement, enfin, dans beaucoup de cas, ils sont tenus ou soutenus par des fonds étrangers. Ouais. Je crois que c'est quelque chose qui est-ce que tu t'en fous un peu ou c'est un truc qui t'interpelle un peu? Ouais. Ça m'interpelle. Quelque part. Oui, ça m'interpelle et j'aime bien déjà le fait que, comme je disais, les choses bougent un peu. Ah, je pense que je le dis hors caméra, je dis comme je disais comme ça. Bref, les choses commencent à bouger un peu dans le milieu littéraire et par exemple avec la bibliothèque Miesi, il y a un endroit qui est dans un quartier pas comme on a l'habitude, c'est souvent à Gombe, Lingwala, un peu vers le centre-ville. Donc de faire des endroits comme ça en dehors du centre-ville, par exemple la bibliothèque Réobot aussi avec M. Laurent, bref. C'est intéressant qu'il y ait des initiatives comme ça, mais moi aussi je vais en faire peut-être un jour quand j'aurai de l'argent. On va
Il va peut-être nous soutenir. Déjà, on se bat pour qu'il fasse l'effort de nous donner l'eau à boire au moins. Ce qu'ils ont l'eau. Je pense que sur fonds propres ou demander le financement participatif peut-être, ce genre de choses. Mais aussi quand le fait, il faudra assurer la pérennité parce que Bisso, quand je dis Bisso, moi et nous tous, to bandara bien mais Après, c'est difficile de durer. Ouais. Bah, c'est vrai qu'avec ses propres efforts, c'est toujours difficile de durer. Donc, tu as fait ta première scène là. Tu viens ici souvent pour ta bibliothèque. Et là, tu es en train de faire des ateliers ici, non? Oui, j'anime des ateliers. On n'a jamais connu le 3. Moi, je me suis arrêtée à l'endroit où ils sont allés. C'est une histoire des orphelins. Ils sont allés vers un centre d'accueil pour orphelins. Tu avais le tome 3 qui devait sortir, apparemment, je ne l'ai jamais lu. Bah, il est là. Bah, maintenant, c'est. Tu reviendras. Ça n'accroche plus. J'ai grandi. Bon, c'est vrai que c'est toujours intéressant, mais il y a plus ce truc où j'attendais, je dois acheter le tome 2 pour savoir. C'est passé, quoi. Ouais. Donc, de temps en temps, tu viens, tu achètes ici. Très bien. Merci, monsieur. Donc, tu disais que tu ne voulais pas être enfermé dans une case comme engagé, mais forcément, tu vas prendre les sujets, tu prends les sujets qui te parlent. Et ils te parlent aussi bien le déhanché d'un jeune garçon que l'eau ou le transport. Ouais, j'ai senti que bientôt, tu vas nous sortir un texte sur le transport. Alors, le texte Mujinga a fait beaucoup de succès. Ça a beaucoup parlé aux gens. Pourquoi tu penses que... Qu'est-ce qui a touché les gens d'après toi? Je pense que ce qui a touché les gens, c'est que c'est d'abord le titre Mujinga. On se dit tout de suite, ah, Chiluba, Azamuluba. Bref, il y a ce côté où les gens sont très intéressés par le Chiluba, par les Luba. Et je pense que c'est ça qui a plus accroché, parce qu'il y a des mots en Chiluba dans le texte. Il y a un fantasme Luba chez les Congolais. Ils s'y intéressent. Bref, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, mais on parle d'eux tout le temps. Comme une obsession, là. Oui. Je pense que c'est ça. Au point que pour certains, tu t'appelles Mujinga, simplement. Ça te fait un troisième nom. Oui. Et donc là, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux faire où tu te vois dans 10 ans? Enfin, je pose cette question parce que je pense à toutes ces écrivaines qui ont le vent en poupe actuellement, surtout anglophones, hein, on va dire. Oui. Les Nigérianes, les Sud-Africaines, les Kenyanes et tout ça.
Ceux d'Afrique anglophone, ils sont vraiment forts. Oui. Alors, quelque part, est-ce que tu as envie de prendre sur eux? Tu te vois vraiment sur le devant de la scène littéraire avec un roman à succès? D'ailleurs, c'est quoi pour toi le succès dans ce que tu fais en littérature, dans la création, en art? C'est quoi pour toi le succès? Bah, c'est d'être beaucoup lu. Donc que les gens... bon, acheter, je vais pas dire acheter parce que bon, le pouvoir d'achat il est faible ici, mais que les gens m'aient au moins lu, qu'ils aient emprunté qu'ils en parlent en fait, qu'on parle de mes œuvres. Donc le fait déjà que les gens parlent de Mujinga, même si bon, c'est pas forcément pour le message qu'il y a dedans, mais c'est juste... Bah, peut-être que si, hein, il ne faut pas non plus... Ok. Donc voilà, qu'on parle de mes œuvres, ça serait bien déjà. Oui, mais enfin, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu gagnes quand on parle de tes œuvres? Qu'est-ce que tu gagnes à être lu? Ça me fait du bien. L'ego, simplement? Oui, ouais. Ça me fait du bien qu'on parle de moi, genre, c'est que j'ai pris... Je prends du temps pour créer une œuvre, je veux la partager. Donc, c'est la fameuse approbation maintenant que tu veux à l'échelle continentale, mondiale. Ouais, je pense qu'il faut que je me débarrasse un tout petit... Bon, c'est vrai qu'en vivant en société, on compte toujours sur l'approbation des gens parce que déjà on s'habille le matin. Après moi, mon avis à ce sujet, je sais que souvent quand je le dis, les confrères écrivains protestent en disant que c'est pas exactement ça. Mais mon avis, c'est que tous les créateurs, ils ont besoin de cette approbation. Qu'ils le veuillent ou pas, ils cherchent cette approbation. Oui. Dès que tu écris et que tu mets sur le marché, tu veux l'approbation. Voilà, c'est comme ça que même ceux qui prétendent être les plus gentils ou pardon, les plus détachés de la critique ou de ce que pensent les de ce que pensent les autres. J'ai vu des créateurs très mal prendre des critiques, par exemple. Parce qu'au fond, on veut bien être apprécié, mais on ne l'assume pas toujours. On ne l'assume pas toujours. Donc voilà. Mais moi, je pense que c'est vrai qu'on a besoin d'approbation, mais comme je te l'ai expliqué dans mon cas, j'ai besoin de moins attendre ça, à diminuer le parce que ça va te degré. freiner aussi parfois. Oui. Parfois, il faut continuer à écrire. Et puis, voilà, écrire encore. Il faut un peu retourner cet ego vers soi pour dire, ouais, Voilà. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas eu beaucoup de succès, des articles sur mon blog qui n'ont pas eu beaucoup de succès, mais qui m'ont ouvert des portes que je n'imaginais pas. Alors que bon, là, il y a même des vidéos, par exemple sur ma chaîne, les gens me disent mais telle vidéo j'ai beaucoup aimé, est-ce que tu peux faire ci, ça, on va te payer une conférence sur X, Y chose. Et je vais voir la vidéo, elle a fait moins de vues que toutes les autres où les gens ont commenté, apprécié. Et puis le succès, c'est quand même quelque chose qui est très, très capricieux. Il suffit de voir tous ceux tous ces artistes qui ont eu un grand succès posthume. Ouais. Donc imagine s'ils avaient arrêté d'écrire parce qu'ils n'avaient pas le succès. Voilà quoi, l'œuvre ne serait pas restée. Donc parfois tu n'as pas le succès parce que tu écris trop tôt. Ou parce que voilà quoi, le public n'était pas encore prêt pour ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de choses, je pense que pas forcément, c'est important. C'est important, c'est bien, c'est l'idéal. Mais bon, après, il ne faut pas tout le temps attendre. Se définir par rapport à ça. Ouais, je disais, donc tu te vois où tu te vois? Qu'est-ce que tu imagines dans 10 ans? Tu auras écrit quoi? Tu auras fait des romans? C'est quoi ta vie dans 10 ans? J'ai du mal à m'imaginer dans 10 ans. Je sais pas pourquoi. Et même, on m'en parle souvent avec mon accompagnateur spirituel. Elle me dit, qui va te donner la force, la motivation de te réveiller le matin, c'est peut-être, tu vois, les objectifs que tu te fixes ou là où tu veux être. Mais parfois, ça bloque. Je sais que j'aimerais avoir été publiée. Bref, peut-être avoir une bibliothèque, avoir recruté au moins un maximum des profanes à la littérature, les avoir poussés à rejoindre la littérature. Je vois tout ça, mais il n'y a pas un plan fixe. Avant, je l'avais, mais comme je ne l'ai pas forcément atteint, je me suis dit, à quoi ça sert d'en fixer puisque
tu es là, tu avais dit à 20 ans tu seras à tel endroit, tu n'y es même pas. Bon, à quoi ça t'a servi de fixer ça? Autant vivre, prendre la vie comme elle vient. Donc, j'ai pas forcément un plan très exact. Et même la preuve, j'avais un cahier où j'avais des objectifs, tout ce que tu veux, mais actuellement, je l'ai pas. Je vivais comme ça. Et le cahier que tu as jeté? Non, je l'ai pas jeté. J'ai tous mes cahiers, mes journaux intimes, je les garde. Ah, tu as des journaux intimes Oui, où tu écris bien quoi? sûr. J'allais dire mes secrets, mais tu as une collègue une fois qui m'a dit, mais pourquoi tu peux écrire tes secrets dans un cahier, c'est te mettre en danger. Si quelqu'un les lit, pourquoi tu coches tes secrets quelque part où quelqu'un peut les lire? Mais bon, j'écris des pensées que j'ai pas envie forcément, j'aime pas déranger les gens, donc j'ai pas forcément envie d'embêter les gens avec mes problèmes. Donc je les écris. Est-ce qu'en écrivant, tu écris un autre toi-même? Oui, parfois j'écris tu vois, quand je dis tu vois, c'est à qui que je parle? C'est à quelqu'un d'autre forcément. Ouais. Un autre toi-même, à celle que tu seras 2 mois après ou 2 ans après, parfois. Mais tu sais, pour les objectifs, moi, le Covid m'a... Enfin, c'est un peu devenu un lieu commun de parler du Covid, de ce que ça nous apporte, ça nous a enseigné. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose que j'ai vécu très intimement. Le Covid, c'est aussi cette leçon sur la capacité que nous devons avoir de renoncer à nos plans, quoi. Oui. Alors, c'est à la fois pour dire que les plans, on le fait, mais on ne maîtrise pas tout. On l'a toujours su, mais parfois on l'oublie. Alors, le Covid est venu nous rappeler, je pense que personne n'a eu l'année 2020 qui l'attendait. Mais cela dit, certains l'ont utilisé à leur avantage, quoi. Ils ont dû s'adapter. Ils se sont adaptés, ils ont utilisé ça à leur avantage. Donc, il faut savoir. Mais ça veut dire qu'il faut continuer à faire des plans, mais il faut juste se dire qu'un plan, ça reste un plan, c'est pas la vie. Et donc, avoir la capacité de changer de plan. Voilà. Nous, on n'imaginait pas en 2020 comme ça. On imaginait un concert en salle, on faisait ceci et tout. Bon, on a dit, on fait quand même quelque chose de différent. On a peut-être exploré des manières différentes d'être. Donc, il faut vraiment avoir aussi cette capacité de modifier ses plans et de faire les choses différemment. Puisqu'on parle des plans de 10 ans, tu dis que tu projettes rien dans 10 ans. Donc, quels sont tes projets ou tes absences de projets du point de vue familial? Est-ce que tu te vois marié dans 10 ans, par exemple? Des enfants et tout ça. Comment tu vois ça? C'est quelque chose que tu projettes ou pas? Si c'est quelque chose que je projette de me marier, oui. Avoir des enfants, je ne sais pas encore. J'y réfléchis encore. Je ne suis pas très sûre. Mais après... Tu n'es pas très sûre de vouloir avoir des enfants. C'est assez rare quand même. Ici, je veux dire chez nous. Tu en as parlé à maman, tu lui as dit ça comme ça? Déjà avec maman, c'était plus je ne suis pas très sûre de vouloir me marier. D'accord. Elle a paniqué. Ça a évolué. Oui, ça a quand même évolué. En général, ça évolue quand il y a quelqu'un qui te donne envie qui te fait envisager ça avec moins de peur. Bon. Oui. Ouais. Donc pour les enfants, après c'est une décision qu'on prend à deux. On pourra toujours en discuter, mais t'aimes bien les enfants, non? Oui, c'est pas que je déteste les enfants. Non, moi c'est une question, t'aimes bien les enfants? Oui. Je trouve que ça pèse de s'en occuper, Bon, je pense que si je dis ça, c'est parce que pour le moment, je suis dans une phase où je veux vivre pleinement ma vie. Je ne vais pas forcément me mettre la corde au cou. Est-ce que tu as l'impression que tu es en train de te construire et que d'une certaine manière, penser aux enfants qui sont des êtres qu'il faut aider à se construire pendant qu'on n'a pas fini de se construire, c'est un peu... Oui, c'est ça en fait. On ne peut pas essayer de sauver les autres quand on est en train d'essayer de se sauver soi-même. Considérons que la vie, c'est un grand cours d'eau. Tu es en train d'apprendre à nager. Tu ne vas pas jouer les maîtres nageurs en même temps. Ouais. Bon, je ne vais pas influencer du tout ta décision, mais
En fait, moi, ce que j'ai appris, c'est que de mon expérience personnelle, mais chaque expérience est unique, évidemment, c'est que on n'a jamais fini de se construire, en fait. Ouais. On n'a jamais fini de se construire. Et d'un autre côté, personnellement, moi, avoir ma fille, j'ai eu relativement tard quand même, on va dire à 30, 37 ans et tout ça. Ça a commencé une nouvelle phase de construction. Je me construis en même temps que je l'aide elle à se construire. Donc en général, on continue à apprendre à nager tout en apprenant à l'autre à nager. Et moi, par exemple, c'est ça ça a été le déclic pour que je décide enfin de commencer de m'investir vraiment dans la littérature. Voilà, donc bon, après, Après, t'as pas peur de te noyer en essayant d'apprendre à quelqu'un d'autre. j'ai eu un moment quand même de panique, on va dire, hein, vraiment quand elle est arrivée, quoi. Voilà. J'ai même fait 2, 3 bêtises. J'ai eu un moment de panique. Mais après, en sortant de là, j'ai trouvé, je crois, la voie pour construire à deux, pour se construire à deux. Je crois que c'est vraiment comme ça que ce soit. Après, le déclic, il vient à un moment. C'est vrai que si pour le moment, tu n'as pas envie, il faut bien vivre avec ça tant que tu n'as pas envie. Oui. Et puis après, quand l'envie vient, il n'y a personne qui va te le dire, quoi. Alors là, j'avais envie de dire quelque chose d'un peu fâcheux, c'est bon, bien entendu, tout en allant compte de l'horloge biologique qui n'est pas très paritaire, hein, entre les hommes et les femmes quand même. Oui. Voilà, et donc ça me permet de passer à l'autre sujet qui est le sujet de la parité. On est là, au moment où on enregistre, en tout cas, je ne sais pas combien de temps ça va prendre de monter tout ça et de diffuser. En tout cas, au moment où on enregistre, on est le 5 mars, Oui. c'est ça? Non, le 4. Je dis c'est le 4, Oui, ouais, le 4 mars. Et donc, dans quelques jours, ça sera le fameux 8 mars, Women's Day, où tantôt c'est journée de la femme, journée des droits de la femme, journée pour la lutte, pour les droits de la femme. C'est quoi d'abord pour toi, le 8 mars? Pour la dénomination. Journée des Liputa. Non, c'est pas journée des Liputa. Pour la dénomination, je ne connais pas la dénomination exacte. Alors, je ne vais pas dire de bêtises parce qu'après, je serai dans la sauce sur Twitter. Les gens vont tomber dessus. Bref, on va dire journée de la femme, mais s'il faut ajouter autre chose, on va ajouter en barre d'infos. Donc, pour moi, c'est pas une journée pour les pagnes, non. Et mon regard par rapport à la parité ou au féminisme, parce qu'il y a quelques temps, quelqu'un me disait, je vais pas dire mon ami X, sinon tu vas dire oh Liban. Voilà, quelqu'un me disait non, moi je trouve que les féministes, ce sont des personnes qui n'aiment pas les hommes, ce sont des personnes aigries, tout ça, tout ça. Moi j'ai dit non, tu confonds en fait. Les féministes ne sont pas forcément des femmes qui n'aiment pas les hommes. Donc toi tu te définis comme féministe? Oui, mais il faut nuancer parce qu'aujourd'hui les gens ont des perceptions différentes. Un féministe, c'est quelqu'un qui se maquille pas. Non, moi je me maquille. Oui. Donc, c'est pas que je déteste les hommes, non, pas du tout. T'aimes bien, hein? Oui, j'aime bien ça. Je suis hétéro. Forcément. Ah bah, pas forcément, enfin tu l'es, je veux dire. Donc, le truc, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est plus la définition de Chimamanda Ngozi qui disait que féministe, c'est quelqu'un qui croit en l'égalité économique, sociale, politique. Donc, je suis plus dans l'optique, pas les candidatures féminines sont vivement encouragées. Non, je suis plutôt dans l'optique, donnez-moi la place parce que j'ai les compétences. Voyez. Ne me la donnez pas parce que vous avez pitié, parce que je suis une femme, je suis une minorité qui est maltraitée. Ne me la donnez pas pour le ça. truc de allô madame, on voudrait que vous participiez à notre truc parce qu'on a besoin d'une femme. T'aimes pas? J'aime pas. Et justement, j'ai déjà été invitée pour ça. J'ai dû donner le nom d'une autre femme. J'ai dit, moi, je ne saurais pas trop quoi dire. Avant, je disais, je ne me considère pas comme une femme, mais ça choquait trop les gens. Mais non, t'es une femme, t'as une paire de seins, t'es une femme, on voit bien que t'es une femme. Mais le problème, c'est que je n'ai pas qu'on me définisse par rapport à ça ou qu'on me donne le micro pour me dire, oui, qu'est-ce que tu en penses en tant que femme?
Ça, Comment ça être femme, Être femme, c'est pas. ouais. Je ne pense pas. Les femmes pensent X choses sur le pondou et les hommes pensent X choses sur le pondou. Je ne pense pas qu'il y ait des pensées différentes sur un truc. D'ailleurs, ici, chez nous, sur certains sujets de société, on remarque que parfois certaines femmes sont un peu plus réactionnaires d'ailleurs que les hommes, quoi. Mhm. Quand il y a une femme qui fait face à des problèmes de violence conjugale et tout ça, toutes les femmes ne sont pas derrière elle, quoi. Donc Mhm. c'est pas toujours évident. Moi, je me suis trouvé plusieurs fois dans des situations, on va dire, que j'avais des opinions beaucoup plus féministes que la plupart des femmes Oui. avec qui je discutais. Voilà, donc bref, tu as raison pour moi, quoi. Enfin, mais ce n'est que Ouais. mon avis qui n'est pas en majuscule, qui n'est pas majuscule. Donc ne me privez pas non plus d'une place parce que je suis une femme. C'est ça. Que C'est- la méritocratie puisse primer. Oui, mais plus que- après, tu es bien consciente que quelque part, les femmes partent un peu désavantagées. Et Mm. donc, on peut avoir besoin de prendre des mesures d'incitation pour lutter contre ce déséquilibre qui, lui, est un peu artificiel, quoi. Parce qu'il faut, quand il faut faire le choix d'un emploi, c'est pas évident. Le gars, il va pas te dire je te refuse parce que tu es une femme. Il va te dire je te refuse parce que tu n'es pas compétente. Et or, c'est lui qui décide. Mhm. Et on sait que généralement, ce sont des hommes qui décident, qui ont été élevés d'une certaine manière. Et donc, ils ont. Alors, si à cet homme-là, on lui dit écoute, tu fais ce que tu veux, mais sur les 10, nous, on veut au moins 3 femmes, c'est pas non plus mauvais. Euh, C'est une manière de corriger un peu comme ce qu'il y a eu avec les Positive Acts, je crois, c'est comme ça qu'on appelle ça, si je ne me trompe pas, avec les Noirs aux États-Unis pour permettre la présence des Noirs dans les universités, dans le truc, c'est-à-dire des quotas. Avoir des quotas en Afrique du Sud aussi, il en fait. Pratiquement, ça peut être une solution, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je sais pas en tout cas, mais pour moi, je vois pas trop ça comme une solution parce que j'ai toujours eu l'impression que tu es faible, on va t'aider, hein. C'est comme ça que moi, je prends ça. Socialement, c'est peut-être la réalité. Je veux dire, pas individuellement les femmes, mais Mhm. le groupe femme est un groupe faible. En tant que groupe social, c'est un groupe faible. Peut-être, bien sûr, qu'il y a besoin d'aide. De l'État, hein, pour assurer cet équilibre, peut-être. Je crois pas, non. Je crois plutôt que l'aide devrait venir dans l'éducation au niveau de la famille. Parce que je ne pense pas que les femmes soient un groupe. Bon, aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont faibles, mais c'est dans leur tête, en fait. C'est ce qu'on leur a inculqué dès le bas âge. C'est ce qu'on leur a appris. Par exemple, je n'ai pas cité l'émission, mais je ne suis pas trop fan. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas fan. C'est une émission politique où on n'invite que des femmes. C'est trop bizarre. Et alors moi, la justification c'était que dans les débats où il y a des hommes, les femmes ne viennent jamais. Du coup, on leur a créé une table à part pour qu'elles y aillent. Alors, bah, je me suis dit, il faudrait plutôt se questionner sur eux. Parce que si vous continuez à essayer de guérir les conséquences, ça ne va rien changer. Il faudrait se demander pourquoi elles n'osent pas. C'est dans leur éducation. On ne leur apprend pas à prendre la parole, à aller de l'avant. Et ça va continuer. On sera toujours dans les quotas, 20% pour les filles. 20%. Et en même temps, même les parents qui se disent les plus avant-gardistes ou les plus ouverts continuent à éduquer leurs filles comme ça, de sorte à se taire. Une fille doit faire la vaisselle seulement, un garçon doit se donner plus dans les études. Tu auras un petit garçon et une petite fille. La fille, quand elle rentre à l'école, elle doit non seulement faire les devoirs et laver les assiettes aussi. Tu vas continuer à éduquer les deux comme ça. Ton garçon ne sait pas se faire à manger lui-même. Donc ça sert à quoi alors de continuer à éduquer les enfants comme ça et pour plus tard maintenant réserver un quota? Donc vous apprenez à quelqu'un à devenir faible. Ok, sois faible aujourd'hui parce que demain de toutes les façons on va te réserver un quota. Parce que la solution, c'est pas de mélanger les deux. Bah, on ne mélange pas les deux. Il n'y a pas beaucoup de campagnes en ce qui concerne l'éducation. Ouais. Et donc là, tu es femme, forcément tu es noire, Ouais. là sur le coup. Ouais. Tu es noire. Alors, il y a eu l'année passée, je crois, je crois 2019 ou 2020, tout ce mouvement
pour dire que La vie des Noirs la vie des compte. Noirs compte. Alors nous d'ici, c'est un peu, on va dire, c'est ambigu la manière dont on a perçu ça. Parce que nous, on est dans des pays en majorité noirs. Mhm. Alors, On ne vit pas cette on ne vit injustice, pas hein. toujours cette injustice de manière flagrante. Nous, l'injustice qu'on vit, ceux qui nous l'ont fait subir ont la même couleur de peau que nous. C'est ça. Alors, et toi, comment? Alors, je lisais encore hier une femme qui disait, qui est une créatrice aussi, qui disait que nous souffrons doublement le fait d'être, évidemment, elle vit dans un pays européen. Est-ce que ici, toi, tu sens ça? Est-ce qu'être noir, ça veut dire quelque chose de particulier pour toi? Non, pas vraiment. Je ne sens pas. C'est pourquoi, bon, sur les réseaux, parce qu'on a des amis qui sont dans la diaspora, qui eux vivent ça et qui parfois te lancent des petites piques, genre, vous ne réagissez pas, les Noirs sont en train de souffrir. Mais à ce côté où on ne s'identifie pas forcément, parce que ça, c'est une toute autre réalité. Pichi Banda disait dans ses spectacles, c'est qu'il a compris qu'il était noir quand il est arrivé là-bas. Donc je ne me sens pas. C'est vrai qu'on a les réseaux, on voit un peu des films qui traitent de cette question, qui te révoltent un peu, mais ça reste vague comme sentiment. Mais est-ce que dans tes, on va finir d'ailleurs par tes lectures et tout ça, est-ce que dans tes références littéraires et tout ça, tu ne t'es pas plongé vraiment on va dire, dans les pères de la négritude et tout ça, ce combat? Pas trop. Non, pas trop. Et d'ailleurs, la littérature africaine, je ne la lis que depuis quelques temps, depuis que, en tout cas, comme c'est le thème principal de ma chaîne, donc je lis plus des romans africains depuis un moment, mais avant j'étais plus dans, bon, à part Zamenga, je lisais de temps en temps, mais c'est pas comme un gars que je connais par exemple, lui il ne jure que par Frantz Fanon, c'est pas forcément dans ce sens. Et depuis que tu as commencé à lire la littérature, on va dire, africaine, qu'est-ce que ça t'a apporté de différent? Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose de différent ça te parle différemment de la littérature que tu consommais avant, qui n'était pas nécessairement africaine? Il n'y a pas beaucoup de différence, parce que moi je lis plus les romans africains, mais pas très anciens non plus. Je lis plus mes contemporains, donc que ce soit au Nigeria, quand tu lis Chimamanda Ngozi ou Oikan, une autre femme du Nigeria, ou même au Gabon avec Janice Otiemi, c'est plus des romans contemporains, donc parfois ce sont des romans qui ne prennent pas vraiment des positions. Donc Janice, lui, il écrit plus des polars, il parle bien sûr de corruption, un peu de politique, mais plus de meurtres en Afrique. Ce sont des romans qui ne parlent pas forcément des souffrances, parce que quand on regarde les romans comme en ce moment je viens de finir Une si longue lettre de Mariam Abba, ça parle plus des souffrances que les femmes vivent, des injustices sociales, etc. Ce qui change des romans que j'ai toujours lus, on va prendre Guillaume Musso ou Paulo Coelho ou Harlan Coben, c'est que là, je lisais un peu plus pour le loisir, mais en lisant les Africains, surtout les anciens, donc les classiques, ce sont des thèmes qui te parlent. Quand ça parle de tradition, tu te dis, ah mais ça aussi ça se fait chez nous. Quand ça parle de l'Évira, tu te dis, ah oui, je connais aussi quelqu'un, mon arrière-grand-mère qui a connu ça aussi. Ouais, donc la différence c'est un peu ça, où tu as des sujets qui te touchent un peu plus, des sujets sociaux, on va dire, des faits sociaux qui sont plus exposés là-dedans. Ouais. C'est ça un peu la différence. Alors, évidemment, là, avant qu'on atterrisse, ça c'est un terme que les conférenciers aiment beaucoup. On va atterrir avant qu'on conclue. Là, tu as parlé des autres pays africains et tout. Quand tu as parlé d'une longue lettre, moi j'ai pensé à Djaïli qui était ici pour la fête du livre Oui. avec Les Impatientes et son autre roman qui avait été primé avant du prix Orange. Toi, en tant que femme, on sait globalement quelle est la situation de la femme ici. Qu'est-ce que tu voudrais
enfin, tu es en train d'entrer, tu continues à entrer dans la vie active bientôt et tout ça. Tu es déjà dans la vie active, tu as fini les études et tout ça. Tu vas peut-être te marier ou pas, hein, avoir des enfants ou pas. Alors, qu'est-ce que tu voudrais que ça change, voilà, dans ce que tu vas vivre comme femme, dans ta société dans laquelle tu vis? J'ai pas très bien compris que ça change. Voilà, la situation de la femme Mhm, qui est actuelle. mhm. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais changer? Qu'est-ce que tu voudrais être Oui. changé dans cette situation? D'autant Mhm. plus que là, tu vas pleinement la vivre en tant Oui. que femme Oui. active et tout ça. Voilà. Bah, ce que j'aimerais voir changer, c'est la distribution des rôles. Je pense qu'on a évolué. Avant, tu avais la femme qui restait à la grotte, je sais pas, et le gars qui allait chasser. Je sais pas comment ça se passait avant, mais il faut reconnaître que nous avons évolué, nous avons changé. Et donc, il faut qu'on donne moins des tâches à la femme. Comme je l'ai dit dans mon texte Mujinga, il y a le fait, hormis les exigences traditionnelles, il y a aussi les exigences modernes qui se sont ajoutées, alors que pour le mec, pas du tout. Il y a quelque temps, des femmes de la diaspora ont fait une émission où elles étaient en train de dire, il y a l'une d'elles en tout cas qui disait, un mec, tu me prends pas chez mes parents, après tu prends pas soin de moi, quand tu m'as pris chez mes parents, on prenait soin de moi, toi aussi quand tu me prends, tu dois tout m'acheter, etc. Et tu avais les mecs qui étaient révoltés, des femmes aussi qui condamnaient ça. J'ai dit oui, c'est vrai, c'est bien, il faut condamner ça, elle ne peut pas être là à croiser les bras parce que les choses ont changé. Si autrefois les femmes ne restaient qu'à la maison à s'occuper des enfants, elle attend à chaque fois qu'elle a un enfant, on lui achète un nouveau pagne. Aujourd'hui, ça a changé. Elles doivent aussi chercher l'argent, comme je le dis dans mon ginga. Je pense que si ça a changé, on doit aussi revoir le fait que les femmes ne sont pas les mères des mecs. Tu vas pas t'asseoir là, tu es un grand garçon, tu cherches une femme qui va cuisiner pour toi, qui va tout faire pour toi, qui va être ta maman, parce que ta maman est soit morte ou soit t'as grandi, tu quittes ta maman, tu vas chercher une autre maman. Donc, les rôles, autrefois, c'est ce que les femmes faisaient. Elles vont continuer à le faire, mais on leur ajoute autre chose alors que les gars, ils restent peinards. Toi, la cuisine, tu ne vas pas faire. Si je vais faire, mais tu vois, je ne vais pas, par exemple, faire et la cuisine, et la vaisselle, et nettoyer les habits, m'occuper des enfants, des devoirs des enfants. Distribution des tâches. Je pense que c'est le plus logique en tout cas. Où je ne travaille pas, je contribue à rien du tout. Tu prends soin de moi de A à Z et moi, je te fais tout ça. Et tu me payes par-dessus le marché. Parce que je travaille, c'est du travail. D'accord. Oui. Je pense que c'est ce qui devrait changer. C'est joli qu'on condamne les femmes qui veulent dépendre d'un homme à 100%, mais il faut aussi voir que si je sors chercher l'argent qu'avant toi, nos papas donnaient à nos mamans, ça veut dire que les charges que nos mamans faisaient, je ne vais pas toutes les faire du coup. Parce que là, j'ai l'impression que les femmes modernes, on a trop de choses à faire. On nous demande beaucoup. Il faut être la maman de l'époque et la maman moderne à la fois. Oui, c'est trop demandé. Ouais. Je pense qu'il faut revoir, rééquilibrer les choses. Tout à fait. Alors donc, on en a déjà un peu parlé tout au long de trucs, mais plus généralement, qu'est-ce qui te nourrit, toi, en tant que personne, en tant que créatrice, aussi bien dans la littérature? Quel est l'auteur en particulier que tu aimes beaucoup, peut-être auquel tu veux t'identifier, ou comme l'a dit Blaise Ndala une fois, on devient écrivain le jour où on renonce où on accepte le fait qu'on ne sera jamais l'auteur que l'on admire le plus. Est-ce qu'il y a un auteur avec qui tu as ce rapport-là en particulier? Quels sont les auteurs qui te nourrissent? Quels sont les créateurs qui te nourrissent? Cinéma ou autre chose ou dans la musique et tout ça, vraiment, avec lequel tu as un lien particulier? Alors, parfois j'ai peur de dire ça parce que quand les gens vont lire, c'est déjà arrivé d'ailleurs une fois, Richard Ali l'a dit, en me disant, il a dit, j'ai l'impression que je suis en train de lire Chimamanda Ngozi, et tu avais Micro Méga qui m'a déjà dit, ah on dirait Marie-Louise, tu vois, du coup j'ai un peu peur de dire, parce qu'on va dire, ah mais on dirait, on va m'identifier, mais pour tout dire, j'aime beaucoup Chimamanda Ngozi, j'aime Marie-Louise Mumbu, Mudimbe, même si... quelqu'un m'a fait comprendre qu'on dirait que je le comprenais parce que quand j'ai dit que je lisais beaucoup Mudimbe, il m'a dit ne lis pas Mudimbe, qui veut, hein? Donc tu ne l'as pas bien lu. Bref. Je suppose que j'ai pas bien lu, mais j'aime beaucoup Mudimbe aussi. Yasmina Kadra. D'accord. Alain Abankou, surtout pour Verre cassé et Mémoire de Porc-Épic, surtout Mémoire de Porc-Épic.
Et qui d'autre? J'aime beaucoup Paulo Coelho. Paulo Coelho aussi, j'aime beaucoup Paulo Coelho. Et tu penses que qu'est-ce qui te parle chez ces auteurs que tu aimes? On va commencer par celui qu'on t'a accusé de ne pas avoir compris. Qu'est-ce qui te parle chez Mudimbe? C'est on va dire chez tous ces auteurs-là, c'est qu'ils arrivent à bien travailler. Chez Marie, lui, c'est plus la description des lieux, tout ce que tu veux. Mais chez les autres, c'est comment ils arrivent à bien travailler les personnages jusqu'à les rendre réels. Dans Mémoire des Porc-Épics, tu as l'impression que ce Porc-Épic, c'est un... T'as l'impression que ce Porc-Épic, c'est un gars que tu connais. C'est quelqu'un qui te raconte une histoire. Il a l'air vrai. Dans Dieu n'habite pas la Havane de Yasmina Khadra, Don Fuego, tu t'en souviens même après l'avoir lu. Ça devient comme un gars que tu connais, tu t'énerves contre lui. Bref, j'aime le fait qu'ils arrivent à bien travailler les personnages jusqu'à les rendre réels. Dans Belle Immonde de Mudimbe, par exemple, t'as le ministre, parfois il t'énerve, pourquoi il aurait quitté sa femme mais parfois tu te dis, bah ouais, ça arrive, c'est un humain. Tu arrives quand même à avoir pitié, à t'énerver. Ce sont des vraies personnes, ils ont l'air vrais. Et même j'aime beaucoup aussi Fitzgerald, un autre auteur pour ça. Par exemple dans Gatsby le Magnifique, Gatsby, il est inoubliable comme personnage. Oui. Ouais, évidemment. Alors donc, ça c'est ça. Et dans les autres, on va dire dans les autres disciplines littéraires, là on arrive à Victoire, il faut trouver un endroit. Ça va être chaud pour se Il garer. faut trouver un endroit. Mais je crois que tu dois aller vers BKTF, ouais. C'est ce que j'allais dire. Parce que Victoire, c'est le dernier endroit que tu as choisi. Oui. Je ne sais pas pourquoi, je déteste cet endroit. À la fois, je l'aime, mais je déteste. Oui, moi aussi, c'est ce sentiment que j'ai. Ouais, mais Victoire, quand je pense à Kinshasa, moi je pense à Victoire. Quand je suis à l'étranger et que je pense à Kinshasa, je pense à Victoire. Mais je déteste être dans cet endroit. Moi aussi, je déteste, dans tous les sens, les motos qui roulent à sens inverse. Ouais. Tu es troublé, mais je ne comprends pas à chaque fois. Peu importe l'itinéraire que je prends, j'ai envie de passer par ici alors que j'habite à Limité. Attention, ça ne sert à rien de te précipiter avec eux. Il va te faire un coup. Ouais. Donc je disais, et dans les autres disciplines artistiques, est-ce que tu as un rapport particulier avec un créateur comme ça? Et déjà, est-ce que tu t'intéresses à d'autres disciplines artistiques, les arts visuels, plastiques et tout ça? Les arts, on va dire les disciplines un peu contemporaines et tout, les installations, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou c'est encore assez lointain pour toi? Je m'intéresse à la musique, au cinéma. Le cinéma, il y a des films que j'aime beaucoup, mais je ne connais pas les noms des réalisateurs. Je connais plus des acteurs. Okay. Par exemple, mon actrice préférée, c'est Angela Bassett. Okay. Surtout pour son rôle dans Où sont passés les vrais hommes. C'est Waiting to Exile, le titre original. J'aime beaucoup son rôle et elle joue bien les émotions, surtout quand elle pleure. J'aime beaucoup quand elle pleure. Et même dans... C'est un truc que tu pourras jouer? Je sais pas si j'y arriverai, mais parfois je m'y exerce devant mon miroir à pleurer sur commande. Et même dans Wakanda, j'aime comment elle pleure vraiment bien, elle joue très bien la tristesse et la colère aussi. Donc j'aime beaucoup Angela Bassett. C'est un sentiment que tu aimes, la tristesse et la colère? Oui. D'accord. Donc ça c'est au cinéma. Et puis dans les autres arts, j'aime la musique. Par exemple, dans la musique, l'artiste qui me parle le plus, c'est Papa Wemba. C'est vraiment parce que moi, par exemple, avec Papa, j'ai un rapport où c'est pas mon musicien préféré en tant que tel, mais c'est mon préféré en fait. Oui. Je sais pas si c'est la même chose avec toi. Pour ses textes. Non, à la fois pour ce qu'il représente globalement en tant que ce qu'il a été, ce qu'il a incarné, son histoire, la manière dont il a parlé ce que j'appelle pertinence contemporaine en fait, la manière dont il a été en phase avec son temps au fait, la manière dont curieusement on s'identifie un peu pour et contre lui aujourd'hui, c'est tout ça. Après toi, je sais pas, peut-être toi tu sais aussi particulièrement les textes, la musique, moi, la voix. C'est ce qu'il a été. Bon, sa voix, oui, mais c'est ce qu'il a été. Tu sens que le gars, il croit en lui. Il aime ce qu'il fait, il croit en ce qu'il fait.
Que ce soit quand il joue un rôle au cinéma ou quand il est sur scène, il assure quoi. Oui, c'est surtout ça que j'aime chez lui. J'aime aussi ses textes et les anciennes chansons de Kofi parce qu'il paraît que c'est Félix Oisé quoi qui les a écrits. Là, du coup, je sais pas. Pas toutes en tout cas, pas toutes. Ouais. Lui-même, il écrit pas mal quand même. Qui ça, Kofi? Oui. Il a écrit quoi? Lequel de ses morceaux est de lui, par exemple? Je ne vais pas m'hasarder à désigner, mais enfin, les témoignages qu'on a parce qu'au début, Kofi il a quand même commencé en donnant des chansons. Ah oui, à Papa Wemba, il l'a dit. Donc forcément, c'est quelqu'un qui écrivait plutôt bien. Et puis quand on regarde sa carrière, il y a l'écriture est restée plus ou moins tout en se brouillant avec ses paroliers, quoi. Bon, bref. Là, c'est un peu le fan qui parle. Ouais, donc j'aime les anciens textes, Tata Sens en verse que j'aime beaucoup. Qui, sur le coup, c'est pas son texte. Ça, ça c'est Do à Congo. Ouais. J'aime aussi Jean Goubal. Et les jeunes aujourd'hui? Les jeunes aujourd'hui, je préfère Gaz Marieté. Ok. T'es plutôt, parce que déjà, il y a plutôt Gaz, plutôt Inos. Ouais. Toi, t'es plutôt Gaz. Oui. T'es plutôt Gaz, t'es plutôt Ferré. Voilà. Tu allais dire, je suis du côté des moins célèbres. Non, pas nécessairement. En fait, c'est plutôt, peut-être du côté des plus, j'ai envie de dire, authentiques. Mais... Ouais, plus authentique, je trouve, parce que faut le dire, faut se l'avouer. Je vais le dire, je m'en fous s'il me tombe dessus. Inosbi, c'est quelqu'un qui s'assoit, qui se dit qu'est-ce qui marche en ce moment? Ouais, je vais le faire. Mais Gaz, il te produit ce qui vient de lui. Ok. C'est ce que je trouve en tout cas. Ouais, ça n'engage que moi. Alors là, on est arrivé à Victoire. C'était chaud pour se garer déjà. Pour se garer, on est venu devant BKTF. C'était un autre des lieux de rendez-vous à l'époque quand on était étudiant. Alors, donc on va descendre et tu vas nous dire pourquoi tu as choisi cet endroit. Ok. On est arrivé à notre dernière étape. Oui. Là, c'est la place des artistes. Tu es artiste, tu as dit? Ouais. Tu le revendiques. Alors ici, c'est Victoire. Tout à l'heure, dans la voiture, on disait que c'était l'endroit qui... Enfin, c'est l'endroit, quand on voit Kinshasa, on pense à Victoire, à Matongé en premier. Oui. Même quand on n'a pas grandi à Matongé comme moi. Moi, j'ai grandi plutôt à Yolo et Limba et tout. Alors, tu as un rapport avec Matongé particulier quand même. Et Victoire, Matongé. Tu as un rapport avec Matongé. Parce que c'est ici, c'est dans le quartier que j'ai grandi, donc j'ai habité les avenues à côté d'ici. Chaque fois que je partais ailleurs, je devais revenir par ici pour ensuite aller chez moi à quelques pas d'ici. Donc c'est une référence et même aujourd'hui, même moi que je vis à Limité, je passe toujours par ici. C'est un endroit que j'aime pas beaucoup, mais j'aime passer par ici. Pour l'effervescence qu'il y a, c'est quelque chose d'autre. En fait. Évidemment, ça te nourrit dans ce que tu crées. Tes personnages, tu fais quoi? Tu places tes personnages ici? Je m'inspire un peu des gens que je rencontre, des phrases ou des tics. C'est pas seulement Victoire, mais aussi dans les bus, dans les transports en commun, partout où je vais. Bah, c'est un peu comme la personne qui a appelé pour dire attention à ce que vous dites quand vous êtes avec moi, parce que ça pourrait se retrouver dans une de mes œuvres. C'est moi, hein? Je sais plus, ça doit être toi. J'ai vu ça sur Facebook. Okay. Donc, je m'inspire de ce milieu, des autres milieux que je côtoie, mais ici, c'est comme un peu... Ça m'aide à me... C'est épuisant, mais ça m'aide à me ressourcer. Ouais. Donc, tu as un rapport d'amour, un peu d'amour-haine. Oui. Ouais. Et de manière générale, avec Kinshasa, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, c'est la ville où j'ai passé une grande partie de ma vie, on va dire. Parce que c'est la ville où je suis restée plus longtemps. Au Rwanda, je ne suis pas restée longtemps. En Ouganda non plus. À Goma, 2 ans à peu près. J'ai maille 3 ans. Donc Kinshasa, ça fait beaucoup d'années. C'est là que j'ai grandi en gros. Mais est-ce que les endroits par lesquels tu es passé ont laissé des traces? Tu les sens. Est-ce que tu les ressens, j'ai envie de dire, est-ce que tu les ressens physiquement? Ça t'arrive d'avoir des images
qui te donne envie d'y rentrer, repartir et tout ça, ça t'arrive? Oui, ça m'arrive surtout au Bujimaï. Bon, parce que Goma, j'étais petite et Goma, quand j'y pense, il y a eu l'éruption volcanique par exemple. Il y avait aussi les guerres parfois. Je me souviens qu'une fois on a dû sortir de l'école parce qu'il y avait des militaires qui entouraient l'école, ce genre de choses. C'est plus l'innocence que j'avais à cette époque-là qui me manque. Mais j'ai pas connu la ville sous son meilleur jour. Du coup, parfois j'ai envie d'y retourner pour voir comment c'est devenu après. Vous savez une manière pour te réconcilier? Oui. Et donc c'est plutôt Mbujimaï. Mbujimaï où j'ai des bons souvenirs, c'est la ville où je me suis fait beaucoup d'amis, où je suis venue toute timide, la fille qui sortait pas à la récré. Après, je me suis. Mbujimaï, c'est chez toi. Enfin, je veux dire, tes parents sont du Kasaï. Oui, mes parents sont de Mbujimaï. Enfin, ils sont pas nés là-bas non plus, mais ils sont originaires de là-bas. Ok. Donc là-bas, il y a des bons souvenirs, beaucoup de bons souvenirs en tout cas. C'est là que je me suis fait un max d'amis. C'est là que j'ai connu mon adolescence, un peu le début de l'adolescence. Et donc là, quand on te dit que tu es congolaise, je vois que Kinshasa, c'est quelque chose qui te parle, tu as vécu ici et tout ça. Mbujimaï un peu, mais tu es congolaise, que ça représente pour toi? Parce que tu as un rapport... j'ai envie de dire viscéral avec la terre du Congo. Cette carte-là, ça te dit quelque chose, le drapeau, ça te parle, l'hymne, ça te parle, ou c'est juste des trucs comme ça? Avant, je me disais, je suis fière d'appartenir à ce pays, d'être congolaise, mais avec le temps, je suis toujours fière, bien sûr, mais cette notion commence à me sembler un peu vague. Dire, mais déjà la carte, c'est une carte qu'on n'a pas tracée, qu'on a tracée pour nous. Et le fait qu'on soit ensemble, c'est des gens qui ont décidé qu'on allait être ensemble. Et je pense que c'est ça aussi qui est à la base des haines tribales, c'est qu'on n'a pas appris pendant toutes ces années à être ensemble. À la base, moi je me considérais comme une Congolaise. Mais en grandissant, le fait que les gens viennent souvent me dire « Ah, vous, qu'on me demande souvent ça, j'ai intériorisé là tout de suite, là, tu parles de Mbujimaï parce que tu as vécu, et moi je te renvoie à l'origine de tes parents. Oui, c'est ça en fait. Alors que moi, à la base, je ne pense pas souvent à ce genre de choses. Mais les gens te poussent forcément à Après, tu n'as pas un nom kassaïen? Je m'appelle Odja, c'est un nom kassaïen. C'est un nom kassaïen? Ok. Beaucoup de gens pensent que je suis Tété là, mais non. Ok. Mais j'aime bien le Tété là. Je me considère comme congolaise. Au début, je me disais, bon, la carte n'est pas nous qui l'avons tracée, tout ça. Mais en avançant aussi, je me dis, c'est une chance. Alors, si tu dois penser à 3 noms qui te rattachent au Congo, enfin, 3 noms qui te semblent, dans notre histoire, 3 personnages qui te semblent caractériser le Congo, ou incarner le Congo pour toi, ce serait... Ce serait Mobutu, Papa Wemba, qui d'autre? Troisième, je ne vois pas. Lumumba, Kimbangu. Lumumba. Bon, Lumumba, il est beaucoup plus grand que le Congo. Ok. Bon, c'est vrai qu'il est du Congo, mais je pense que... Il est trop grand pour incarner le Congo. Trop grand pour incarner le Congo. L'Afrique, à la limite. Par exemple, le fait déjà qu'il parlait de faire un monument pour lui au Sankuru, je trouvais ça vraiment... Lumumba, c'est quelque chose de bien plus grand au-delà du Congo, de l'Afrique centrale. C'est toute l'Afrique, en fait. Donc, c'est vrai qu'il représente aussi... Si on doit les citer parmi les 3, il passe en premier, mais il n'entre pas dans... Il est beaucoup plus grand que ça. D'accord, donc on va dire que le troisième t'as pas trouvé. Il n'est pas trouvé. Et puis on va se contenter de ça, comme de tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui de ta vie, parfois des choses un peu intimes. Voilà. Donc c'est ça, bien. Moi j'ai hâte de te... Je t'ai déjà découverte comme slameuse. Je t'ai déjà lu un peu comme écrivaine. J'ai hâte de plus te lire. Donc j'espère que tu vas vaincre mes démons intérieurs. Ces démons intérieurs et que tu vas nous offrir les œuvres qu'on attend de toi.
Voilà. Merci pour ce moment. On va se quitter ici à la place des artistes. Un jour, il y aura mon nom aussi. Oui, j'ai pensé à ça en fait. Juste entendre, j'ai dit bon, j'ai pas envie de mourir tout de suite, mais j'ai quand même envie que ça soit évident de mettre mon nom ici. Oui. Voilà. Bye bye.